Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série d'interviews qui va nous permettre de mieux nous préparer à cet événement du 21 septembre 2022 à 20 heures, où ce soir-là, nous allons ensemble incarner la paix et la nouvelle terre. Et tout au long du mois de septembre, je reçois les intervenantes et les intervenants qui seront en ligne ce soir-là et qui vont partager avec vous une clé pour vous permettre justement d'incarner la paix et la nouvelle terre. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Thierry Janssen. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors Thierry, tu es un ancien chirurgien qui est devenu ensuite psychothérapeute. Tu as créé une école à Bruxelles, hein, l'école de la présence thérapeutique. Tu as aussi Qui a changé de nom. qui a Qui a changé changé de de nom. nom. Après 2 ans, on a changé de nom en École de la posture juste. Parce qu'on l'a ouverte pas qu'aux soignants et donc on l'a rebaptisée. Alors, La posture juste, c'est justement le nom d'un ouvrage, d'un des ouvrages que tu as écrit, hein, un ouvrage important. Et moi, je vous invite vraiment à le lire parce que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous résumer un petit peu quel a été ton chemin de vie? Voilà. Alors, en quelques mots, on va essayer de faire court parce que c'est quand même déjà un long chemin. J'ai 60 ans, donc depuis quelques semaines. Et en fait, tout commence euh, à Bruxelles, en Belgique, dans une famille catholique très traditionnelle. Et puis, à l'âge de 5 ans, ma maman m'a montré le chirurgien qui l'avait opéré. Et j'ai dit, moi, je vais devenir chirurgien. Mais à la même époque, j'ai eu une espèce de coup de foudre, c'est pas une espèce, j'ai eu un énorme coup de foudre pour la civilisation de l'Égypte ancienne. Et jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai hésité, serais-je égyptologue, serais-je chirurgien? Puis j'ai choisi la voie de la médecine parce que ça me paraissait plus tourné vers le monde, vers les autres. Et puis, d'emblée, je voulais être chirurgien, pas simplement médecin. Du coup, j'ai fait beaucoup d'efforts pour y arriver et je m'y suis un peu épuisé. Ce qui fait qu'arrivé vers l'âge de 37 ans, j'étais plus heureux dans mon métier. Je me rendais pas compte que la manière dont on me demandait de le pratiquer était assez contraignante, mais il y avait quelque chose de plus profond, ça venait de moi. J'étais passé à côté d'un essentiel que je ne parvenais plus à exprimer. Donc j'ai quitté la carrière chirurgicale que je menais à l'université parce que je voulais enseigner et on m'a d'ailleurs appelé très jeune Thierry J'enseigne. Et du coup, en quittant l'hôpital, d'abord j'ai voulu prendre un grand bol d'air. Je suis devenu directeur dans une maison de prêt-à-porter de luxe. Et ça a été une expérience intéressante parce que je me suis rendu compte qu'on n'était pas ce qu'on faisait. Il ne faut pas s'identifier à ce qu'on fait. On est une personne et on peut faire beaucoup de choses. Et du coup, ça m'a donné beaucoup de liberté, notamment celle de revenir vers les autres, vers le soin, mais d'une toute autre manière. Et donc, j'ai commencé à pratiquer comme psychothérapeute. Moi, je préférais dire accompagnant psychologique et spirituel parce que je voyais vraiment l'importance d'associer les deux. Et puis, de fil en aiguille, j'ai écrit des bouquins, j'ai pris la parole, j'ai enseigné et je me suis de nouveau épuisé. Et en 2009, je suis tombé malade, j'ai eu une paralysie due à un virus. Et là, je me suis dit, il faut arrêter de laisser cet ego prendre trop de place. Quand il veut se rassurer, il dit oui à tout le monde, il veut être aimé, il répond à toutes les sollicitations jusqu'à l'épuisement. Et alors, c'est là qu'il y a eu ce déclic que j'allais créer plutôt une école et laisser venir les gens vers moi plutôt que moi m'épuiser dans tellement de voyages, tellement de performances comme ça. Et voilà. Alors, il a fallu un petit temps pour que l'école existe. Entre 2009 et 2015, date de la création de l'école de la présence thérapeutique à l'époque. Et d'emblée, il a fallu ce petit temps parce que je ne me sentais pas tout à fait légitime. Et il y a eu une longue retraite d'ailleurs, avec quelques expériences que je qualifie de mystiques, mais qui n'étaient que la suite de nombreuses expériences que je faisais depuis l'enfance et que je crois que tous les enfants font en réalité. Et du coup, un jour, je me suis senti vraiment prêt pour accueillir des élèves et des gens qui avaient envie de faire ce chemin que je proposais sur 3 années. Et donc voilà, maintenant ça fait 9 ans que l'école de la
présence thérapeutique existe, et comme je l'ai dit un instant, elle a été rebaptisée École de la posture juste parce qu'elle s'est ouverte à un plus grand nombre de gens que simplement les soignants que j'avais envisagé d'accueillir au départ. Voilà. Alors j'ai envie de te demander, pour poursuivre, qu'est-ce qui t'a donné l'élan de répondre à cet appel du 21 septembre pour incarner la paix et la nouvelle Terre? Ah, alors, il y a toujours dans mes élans une part totalement non réfléchie, intuitive, immédiate et absolument pas rationnelle, donc pas justifiable. Et cette part-là, elle était absolument présente. Nous ne nous connaissions pas, mais j'ai senti, moi, avec ma façon d'en parler, je dis c'était la vibration, il y avait un diapason, une résonance, alors que j'avais très peu d'informations, mais je fais confiance à ça. Quand je le sens, c'est oui. Mais quand je ne le sens pas, on peut m'offrir tout ce qu'on veut, ça sera non. Après, il y a une part plus rationnelle qui peut justifier cette réponse positive à ton invitation, c'est le mot paix. Parce que, bon, bah, comme je l'ai dit, j'ai 60 ans et il me semble que depuis 3 ans, euh, le monde n'est absolument plus en paix. Il n'a pas toujours été, il y a des endroits qui l'étaient plus que d'autres ou moins que d'autres, mais c'est surtout que moi, j'ai eu beaucoup plus de mal à rester en paix dans le monde. Pourtant, il me semble que j'avais quand même quelques ressources à travers la méditation, à travers quand même une forme de recul sur les choses, un travail personnel. Eh bien, j'ai été stupéfait de voir à quel point les circonstances extérieures, la vibration de notre monde qui est en mutation, peuvent induire du chaos, de l'anxiété, beaucoup de tendance à se séparer, à se déconnecter, à s'opposer éventuellement. Et je me suis dit, ouais, il faut vraiment qu'on retravaille la paix. Moi qui avais écrit Vivre en paix en 2003, donc ça date presque de 20 ans. Et je me dis, ouais, bah, Thierry, il faut retravailler ça parce que là maintenant, il y a un défi, hein, il y a un petit challenge là. Oui. Alors, il y a un sous-titre qui conviendrait aussi très bien à cet événement du 21 septembre. C'est le même que celui de ton livre, La posture juste, à savoir comment inventer un monde en harmonie avec soi, les autres et la nature. Alors justement, comment fait-on? Oui, ben, on fait ensemble. Et c'est pour ça que le titre de, de, de- de cette rencontre du 21 septembre me parle aussi, parce que on ne peut pas faire la paix tout seul, ou alors on est déconnecté de la réalité. Et du coup, ça doit se faire ensemble, ça doit se faire dans la relation, donc dans la vie. Parce que la vie est faite de relations, elle est faite de liens, c'est sa substance. Et du coup, c'est ce que j'avais voulu expliquer dans la posture juste, et c'est ce que j'essaye de transmettre, d'enseigner, d'initier euh, auprès de ceux que je peux rencontrer. C'est que on ne se rend peut-être pas compte à quel point nos actions, nos comportements, le monde que nous créons est le résultat de notre névrose, et le résultat de nos peurs, des peurs que nous avons tous et qui nous ont avec notre mental, avec notre impression d'être une personne différente et séparée des autres, d'avoir cet ego, ce moi-je, eh bien, on ne se rend pas compte à quel point on crée de la séparation, on crée de l'opposition, on crée de la souffrance et du chaos, ou du chaos et de la souffrance. Et donc, je pense qu'il faut vraiment pouvoir dans sa vie avoir un accès à cette dimension de nous qui est ce que j'appelle la conscience, la pure conscience, le soi, hein, pas le moi, pas l'ego, ce soi qui est là et qui regarde, qui ne juge pas, qui ne commente pas, mais qui constate les choses, qui peut les accueillir parce qu'il a le cœur ouvert. Parce que tant que le cœur n'est pas ouvert, on ne peut pas accueillir, on ne peut pas être éveillé. Et la conscience ne peut pas être là en pleine révélation, en pleine actualisation. Et donc, voilà, je pense que c'est ça le chemin, c'est d'avoir une conscience la plus éveillée possible en nous. C'est pas nous qui éveillons la conscience, elle s'éveille en nous quand le mental veut bien s'apaiser un peu, il ne va prendre tout le pouvoir et envahir notre vie avec la névrose. La névrose qui a comme particularité que tout ce que nous mettons en place comme comportement pour éviter ce qui nous faisait peur recrée exactement ce que nous redoutions. Et c'est l'absurde de l'histoire.
Donc voilà, je pense que quand on comprend ça et qu'on peut le pratiquer dans sa vie, nos actions changent et du coup on est au service de la vie, de ce qui est vivant en nous et de ses liens. On n'est plus à aller du côté de la séparation et du chaos. On est du côté de la réunion, de la réconciliation et de l'harmonie. Voilà. En même temps, tu dis que la névrose, elle a aussi son utilité parce que c'est elle qui va nous permettre de dépasser la dualité pour retourner à une vie plus consciente. Donc on peut dire vive la névrose et vive les névrosés. Absolument, de toute façon, je crois que toute personne qui médite, euh, et pour moi la méditation n'est pas forcément quelque chose de stakhanoviste où il faut rester des heures en méditation, hein, mais toute personne qui regarde sans commenter, mais juste qui constate ce qui est et qui l'accueille comme c'est, qui accepte ce qui est et qui ne nie pas ce qui est, toute personne qui fait ça se rend bien compte que euh, dans la perspective spirituelle de notre vie, dans la perspective de la compréhension de l'esprit de ce qu'est notre vie, oui, c'est en passant par cette dualité, par cette illusion d'être séparés des autres, que nous pouvons refaire le chemin qui recrée l'union. Alors dans ton livre La posture juste, tu expliques qu'il y a 5 grands types de personnalités, le schizoïde, l'oral, le masochiste, le psychopathe et enfin le rigide. Dans la guerre, c'est le psychopathe qui est à l'œuvre. Oui, enfin, peut-être plus, ils sont souvent tous convoqués, tu sais. En fait, il ne s'agit pas de 5 types de personnalités, c'est plutôt 5 caractères de notre personnalité. On a tous toutes ces blessures et tous les modes de comportement qu'on a mis en place de type névrotique pour essayer de ne plus être blessé et qui, curieusement, nous reblessent. Et effectivement, le psychopathe, c'est en nous, alors ce mot peut faire très peur, hein, parce qu'on pense tout de suite au psychopathe psychiatrique, hein, mais il y a une part de psychopathie en nous, c'est celui qui a tellement besoin d'être rassuré sur sa valeur qu'il est obligé de convaincre l'autre. Alors il le fait par la séduction, mais il peut aussi le faire par l'agression, la culpabilisation, la manipulation pour obtenir ce qu'il veut. Et là, c'est vrai que cet outil psychopathique est très utile en temps de guerre et déclenche d'ailleurs les guerres. Et donc oui, il est très prépondérant. Mais ceci dit, derrière le psychopathe, il y a notre part d'oralité, notre besoin d'être nourri par l'autre, de nous remplir, de profiter évidemment des situations pour nous sentir remplis. Donc tout ça se tient. Hein. Et puis dans la guerre, il y a fatalement aussi le masochiste qui peut être là, parce qu'il y a le psychopathe qui agresse, mais il y a le masochiste en nous qui peut subir les coups sans se révolter suffisamment tôt, sans mettre les limites ou dire non suffisamment clairement. Et ça fait la dynamique de la guerre, tout ça. Oui. Alors, dans les médias, on a tendance un petit peu à parler du camp du bien, du camp du mal, des gentils et des méchants. Quand on s'exprime de cette façon-là, est-ce qu'on finit pas aussi par enfermer les individus dans un certain type de comportement? Mais c'est clair, et parce que de toute façon, déjà, on est tellement identifié à ces comportements névrotiques, et en plus, si on nous dit que nous sommes ça, ben, on finit par se rassurer en se disant, voilà, c'est moi, et on est parfois très fiers, surtout quand ça nous donne certains avantages en existence, mais en même temps, par exemple, les psychopathes sont tellement valorisés aujourd'hui, même dans les affaires, ils gagnent des parts de marché, ils ont entubé leurs voisins, enfin, c'est le prédateur en nous, hein, le psychopathe, et Dieu sait si nous sommes des prédateurs. Nous sommes le plus grand prédateur de cette planète. Mais là où il y a quelque chose de très triste finalement, enfin triste, oui, il y a quelque chose en tout cas de très évident pour moi, c'est que quand on est dans le jugement et qu'on ne comprend pas pourquoi quelqu'un a un trait de caractère psychopathe ou pourquoi soi-même on a ce trait de caractère à certains moments dans notre existence ou dans certaines conditions de notre existence, eh bien, si on ne se donne pas la peine de juste ouvrir son cœur et de dire mais ça cache une souffrance. Psychopathos, pathos, souffrir, la psyché souffre, l'âme souffre. C'est une profonde souffrance. On parle de blessures narcissiques, parce qu'on parle aussi des pervers narcissiques quand on parle de psychopathie, mais c'est de cela qu'il s'agit. Ce sont une part de nous qui est tellement peu
rassuré quant à sa valeur, qui a tellement besoin de se prouver et donc d'écraser, de dominer les autres, de se rassurer en ayant le pouvoir. Et du coup, si on ne voit que ça, ben oui, on voit un monstre, mais on peut aussi voir que derrière ça, il y a un être très insécurisé qui est en souffrance et qui ne le sent même pas parce qu'il a fermé son cœur, il ne sent rien. Et donc, il peut devenir effectivement monstrueux. Mais si on le regarde comme un être qui a lui aussi un cœur, un être qui est aussi capable de lâcher l'armure et d'aimer, alors on lui donne une chance de commencer à croire qu'il n'est pas que sa défense, qu'il n'est pas que cet horrible monstre. L'ouverture du cœur, tu en parles très très bien. Est-ce que c'est un travail qui passe à la fois par le mental, le corps et la conscience? Alors, personnellement, j'ai envie de dire que ça passe d'abord par le corps et qu'à la limite, le mental, c'est même pas grave s'il n'est pas convoqué. Parce que, moi, tu sais, j'ai grandi dans une famille catholique, j'étais à la messe tous les dimanches et j'aimais beaucoup aller à la messe parce qu'il y avait un endroit, c'était un endroit où j'entendais ce silence intérieur. Et puis, voilà, il y avait quelque chose de consacré là qui me convenait bien, mais en même temps, j'étais toujours très très déçu, et c'est pas des mots, hein. Je me souviens de vraies sensations comme de désespoir en sortant de l'église, quand je voyais que tous ces gens qui avaient entendu parler d'amour pendant 30 minutes, et puis qui se déblatéraient les uns sur les autres, qui jugeaient, et qui me jugeaient aussi, parce que j'étais un petit garçon qui était un peu particulier par moments, et donc je sentais bien les regards un peu inquisiteurs ou carrément malveillants. Et donc, moi, d'abord, c'était beaucoup d'incompréhension, mais ça me remplissait vraiment de tristesse. Et du coup, voilà, c'est pour moi la preuve que simplement au niveau du mental, dire j'ouvre mon cœur et j'ai envie d'aimer mon prochain et je lui fais la bise en chantant hein, le Notre Père ou tout ce que tu veux, ça ne suffit pas. Parce que tout ce qui est de l'ordre du mental va et vient. Hein. Je veux dire, on peut penser une chose à un moment et totalement son contraire à un autre moment, juste parce qu'il y a une nouvelle information qui vient nous perturber. Donc, dans mon expérience, et je vois bien dans l'expérience des gens que je peux accompagner dans cette voie-là, si on passe par le corps, si on ouvre ce cœur, si on crée cette détente de la poitrine, mais de tout le corps, de tout l'être en fait, eh bien, il y a quelque chose qui ne peut plus s'activer de la même manière et les jugements s'apaisent, le mental est moins actif, mais ça passe, c'est un acte pour moi qui est tantrique, dans le sens le tantra, ce corpus de pratiques méditatives, mais aussi contemplatives, mais aussi physiques, qui a donné le yoga, puis le qigong en Chine, etc. Le tantra, c'est vraiment énergie de la conscience, conscience de l'énergie. Et donc, si vraiment on peut avoir cette conscience que notre corps est fermé, que notre cœur est fermé, on est tendu, et que c'est pas de l'amour, que la vie ne peut plus circuler. Et je suis la vie, je suis l'amour, mais comment ça circule si c'est tendu, si c'est fermé? Mais si j'ouvre, je détends tout ça, mais je ressens cette vie. Il y a quelque chose qui s'apaise. Les jugements s'évanouissent et je ne peux que être alors dans l'accueil. Mais pour y arriver, il faudrait déjà être en contact avec soi, c'est-à-dire sentir quand on n'est pas détendu. Il y a tellement de gens qui ne sentent même plus qu'ils sont tendus en permanence. On arrive à la fin de cette interview. J'ai envie de te demander, est-ce que tu aurais un dernier message à adresser à l'ensemble des intervenantes, des intervenants qui seront en ligne ce jour-là et de tous ceux qui nous suivront pour préparer donc cet événement du 21 septembre pour incarner la paix et la nouvelle terre? Moi, je dirais, venez, tout simplement, venez. Et venez pas parce que moi je serai là ou parce qu'un autre sera là, mais venez pour vous, dans le sens où on n'est pas tout seul. Et que si vous aussi dans ce titre ensemble ou le mot la paix ou nouveau ou terre vous résonne avec vous, dites-vous que vous n'êtes pas tout seul, on est plein à raisonner avec ça. C'est pas parce que les médias ne résonnent pas et ne le relaient pas que ça n'existe pas. Et donc s'il y a des événements comme ça, il faut en profiter pour déjà se sentir moins seul et continuer à construire ensemble cet autre monde qui arrivera de toute façon, parce que de toute façon, enfin, c'est un credo peut-être
Et donc, enfin, c'est un credo, c'est une croyance, je me trompe peut-être complètement, mais ma croyance, c'est que si on ne va pas dans ce monde-là, on ne sera plus là. On ne sera plus là pour voir qu'on s'est trompé. Parce que, et bon, alors, tant mieux, hein, on ne sera plus là. Et tant mieux pour tout le monde qu'on ne sera plus là. Parce que ça devient monstrueux si on laisse ce moi, cette névrose prendre toute la place. Et tout le monde en souffre. Nous, notre environnement, la terre sur laquelle nous vivons. Donc oui, croyez qu'il y a une nouvelle terre possible et qu'on n'est pas tout seul, qu'on peut le faire ensemble. Un très grand merci Thierry, tu parlais tout à l'heure de la nécessité d'être détendu pour ouvrir son cœur. Je peux te dire que moi, pendant cette interview, en t'écoutant, j'étais totalement détendu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview et bien évidemment, je vous donne rendez-vous au 21 septembre à 20 heures sur cette chaîne YouTube pour ensemble incarner la paix et la nouvelle terre. Et d'ici là, eh bien, je vous dis, soyez en paix.